Bonjour. Bienvenue à la présentation sur la participation sociale chez les personnes atteintes d'ARSACS. Je pense que ça fait une belle continuité avec la première présentation. Vous allez peut-être voir qu'au cours du colloque, des fois, on va répéter les mêmes informations parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que toutes les mêmes personnes sont dans la même salle, mais on essaie quand même de moduler nos... En tout cas, on n'a pas les mêmes acétates. Vous allez voir ça sous différentes formes. Donc, je vais m'auto-présenter parce qu'on essaie de faire court, vu que j'étais dans le comité organisateur, je vais être capable de me présenter. Donc, Cynthia Gagnon, je suis ergothérapeute de formation, professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, mais sur le site Saguenay. Donc, il y a un programme de formation médicale à Saguenay et dans le fond, il y a aussi des professeurs-chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi la directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, donc le GRIM. On s'intéresse depuis très longtemps dans le fond, aux maladies neuromusculaires, à la caractérisation des maladies neuromusculaires. Et un des aspects importants, évidemment, comme ergothérapeute, bien, le cœur de notre profession, c'est la participation sociale. Donc, même si à travers le temps, je me suis un peu travestie dans toutes sortes d'autres professions, vous allez voir qu'on a des présentations sur la géolocalisation, l'épigénétique, les profils cognitifs. Mais au cœur de ça, je pense que ce qu'on veut expliquer puis ce qu'on veut vraiment aider, c'est, entre guillemets, en attendant un traitement, on veut améliorer puis optimiser la participation sociale. Et malheureusement, compte tenu que c'est des maladies rares, la majorité des écrits, qu'on parle de dystrophie oculopharyngée, de SMA, on en parlait, de DMOP ou d'ataxie, c'est qu'on n'a pas souvent ce profil-là de participation sociale et ça devient difficile de répondre aux questions des parents atteints. Et récemment, cette semaine, j'avais une famille de Houston qui vient d'être diagnostiquée et la physiothérapeute a trouvé mon nom quelque part sur Internet, m'a appelé, m'a dit « Écoute, qu'est-ce que je donne comme pronostic aux parents? » Tu sais, les parents, ils ont des jeunes enfants, ils me demandent à quel âge ils vont perdre la marche. Est-ce qu'ils vont être capables de travailler? Y a-t-il des atteintes cognitives dans cette maladie-là? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir une vie autonome? Et malheureusement, en dehors des centres d'expertise que sont, dans le fond, les 3 centres au Québec, il y a très peu d'intervenants qui ont la connaissance clinique ou qui ont vu assez de patients pendant assez longtemps pour répondre. Et quand on regarde les écrits scientifiques, bien, on n'a pratiquement rien pour nous outiller. Donc, de là, cette première étape, de commencer à regarder la participation sociale chez ces personnes atteintes d'ARSAC. Donc, on se rappelle que l'ARSAC est une maladie héréditaire récessive. Le gène responsable est sur le gène SAX. C'est un des plus longs gènes. Et c'est pour ça que maintenant, on est rendu à plus de 200 mutations connues. Okay? Donc, avant, on avait vraiment une tendance à penser que l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, c'était vraiment spécifique à cette région-là, peut-être un peu plus au Québec. Et maintenant, c'est en train de devenir la deuxième, on pense au niveau européen que c'est la deuxième plus fréquente forme d'ataxie après Friedreich. Donc, on a beaucoup de gens qui étaient en odyssée diagnostique. Ce matin, on a vu la personne de Genzyme qui disait, tu sais, moi, ça m'a pris jusqu'à 35 ans pour avoir un diagnostic. Bien, un peu partout dans le monde, c'est ce que les gens vivent parce que c'est une maladie quand même qui est peu connue encore, mais avec la découverte de nouvelles mutations, avec l'arrivée des panels génétiques où on peut vraiment dépister les gens sur plusieurs mutations pour un coût plus faible, bien, je pense qu'on va avoir une meilleure identification de ces personnes-là. Je pense que c'est très important d'en arriver là. Au Québec, évidemment, on a 2 mutations principales, la 8844-DLT et une mutation faux sens. On a à peu près 300 individus au Québec, ça varie, 175 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont principalement suivis par 3 cliniques neuromusculaires. Ce qu'on voit au niveau des atteintes, c'est qu'on a une atteinte du système nerveux central, donc une dégénérescence précoce et marquée des faisceaux corticospinaux et spinocérébelleux, avec la perte au niveau, dans le fond, du cervelet des cellules de Purkinje et une atrophie cérébelleuse. Et ce qu'on voit ici avec l'image, c'est qu'on voit vraiment, et il y a peu d'études d'imagerie, on est en train d'en développer, qu'on a vraiment à la fois une atteinte du cervelet au niveau de sa structure, mais plus tard, passé l'âge de 40 ans, on voit aussi une atrophie cérébrale diffuse. Et bon, voyons, Geneviève, excusez, Geneviève va présenter certains éléments au niveau de la personnalité. On va vous présenter aussi des résultats au niveau cognitif, mais ça pourrait être expliqué justement par cette atrophie cérébrale diffuse-là qui va s'installer.
Au niveau, on a aussi des atteintes du système nerveux périphérique, donc on va avoir des pertes de force musculaire au niveau des mains et des pieds qui résultent d'une neuropathie périphérique sensitive et motrice avec une atteinte axonale et démyénélisante. Et ça va faire une atteinte secondaire du système musculo-squelettique parce que le muscle ne sera plus bien innervé au niveau moteur, au niveau de sa fibre sensitive et neuronale, et donc ça va faire une perte de force. Maintenant, le portrait classique que vous avez peut-être déjà vu, dans le fond, c'est qu'on définit 3 grandes triades, c'est-à-dire des atteintes pyramidales, cérébelleuses et neuropathiques. Et dans le fond, je vais passer rapidement parce que on a retravaillé ce modèle-là avec le temps pour en arriver, dans le fond, à un nouveau modèle qui est ici. Et donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment plus revoir le portrait de l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, vraiment à travers les grandes catégories d'atteintes au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs, de la marche. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau, puis on va repasser un petit peu avant de parler de participation sociale, parce que c'est bien, je pense que c'est important de passer un peu plus de temps sur les déficiences et les aptitudes, parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de comprendre ce qu'on va obtenir comme résultat au niveau dans le fond, de la participation sociale. Donc, au niveau des membres supérieurs et inférieurs, on voit vraiment un déficit moteur de l'écoordination, une diminution du contrôle moteur. Au niveau des membres inférieurs, vous allez voir aujourd'hui et demain, on va vous parler aussi qu'au-delà de la spasticité, il pourrait avoir aussi un profil de co-contraction musculaire qui va venir vraiment moduler le patron de marche des personnes atteintes. J'en dis pas plus, vous irez voir la présentation aujourd'hui et demain. Il va y avoir aussi potentiellement une faiblesse qui va s'installer. Elle va être clairement présente au niveau des mains et des pieds. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il y a une faiblesse aussi au niveau du reste, dans le fond, du système moteur. On va avoir des rétractions et des déformations aux pieds, dans le fond, qui vont être secondaires aux atteintes présentées. Ce que ça va amener, dans le fond, c'est une démarche qu'on va appeler ataxique ou raide. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir vraiment une démarche de plus de type ébrieuse et on en a qui vont avoir plus une démarche de type robotique. Et là, c'est vraiment là qu'on essaie d'expliquer pourquoi on a ces profils-là différents de mobilité. Puis, si vous avez assisté hier, je présentais que l'âge de prise du fauteuil roulant, dans le fond, est entre 18 et 65 ans ou 72 ans. Donc, pourquoi il y a des gens qui présentent une telle variation dans la mobilité? C'est quelque chose qu'on va explorer aussi un petit peu plus tard. On a une perturbation, évidemment, de l'équilibre assis et debout et une diminution du contrôle moteur du tronc, ce qui va engendrer des problèmes au niveau des transferts beaucoup. Donc, on va avoir une perte d'équilibre lors des transferts. Ce qu'on va présenter aussi, c'est de la dysarthrie au niveau du langage. On commence à parler aussi de dysphagie. C'est peu documenté. On le savait cliniquement que ces gens-là vont avoir une difficulté progressive avec les liquides qui va peut-être être suivie d'une eau solide. On ne le sait pas encore. On est en train d'évaluer ces éléments-là à l'heure où on se parle dans le cadre de différents projets de recherche. Je vais revenir un petit peu, dans le fond, pour chacun d'eux. Donc, au niveau des aptitudes aux membres supérieurs, ce qu'on a observé dans certaines de nos études, c'est que, puis je vais passer rapidement, il va y avoir d'autres présentations, mais juste pour qu'on se mette bien en tête le portrait, c'est qu'au niveau, dans le fond, du Purdue Board et du test douanier, on a vraiment, dans le fond, des atteintes présentes au niveau de la coordination, au niveau des membres supérieurs. Et cette atteinte-là, entre guillemets, semble progressive parce que nos gens de moins de 40 ans sont meilleurs que nos gens de plus de 40 ans. On est en train, et vous allez voir cet après-midi, il va y avoir une présentation de résultats longitudinales sur 2 ans, et on est en train de terminer la collecte de données sur une période de 5 ans. Donc, on va vraiment, là, avoir un devis longitudinal qui va nous permettre de voir le rythme de progression de cette maladie-là. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'au niveau des forces de préhension et des pinces, on n'a pas de différence significative entre les deux groupes d'âge, mais ce qu'on observe cliniquement et qu'il va falloir raffiner, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui présentent une atteinte neuropathique très tôt et qui devient non progressive, dans le fond, qui se stabilise, et des gens qui vont la présenter beaucoup plus tard et à un faible niveau. Donc, encore là, on ne comprend pas très bien pourquoi on a cette variation-là. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que tous les tests de coordination sont nettement en bas des valeurs normatives. Donc, on parle pour la majorité de moins 3 écarts types sous la valeur normative quand on a ces données-là. Alors que pour la force de préhension, on a plus des résultats mixtes, où il y a des gens qui sont dans la norme et il y a des gens qui sont en dessous des normes. Au niveau globalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a un test en ergothérapie qu'on appelle le TEMPA qui vise à voir si on est capable de verser un verre d'eau, si on est capable de tourner des pièces de monnaie, si on est capable d'écrire sur une enveloppe. Et ce qu'on voit encore là dans les résultats, c'est qu'au niveau des 40 ans, on a des tâches unilatérales droite et gauche et bilatérales. On a des valeurs qui sont en deçà des valeurs de référence qu'on voit à droite.
mais qui sont quand même meilleurs que ceux qui sont réalisés par les gens qui ont plus de 40 ans. Donc encore, on voit la possibilité d'évolution de la maladie à travers ces tests-là. Au niveau des membres inférieurs, ça a été quand même bien documenté avec le temps que les premiers symptômes sont à l'âge pédiatrique, donc autour de 18 mois. C'est souvent le motif de référence au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Ailleurs dans le monde, on va arriver à un diagnostic beaucoup plus tard et sur des critères qui sont un peu différents. Mais quand on fait l'histoire chez l'enfant, souvent on va retrouver ce profil-là où oui, c'était pas un enfant qui était très habile, il chutait plus, il courait moins, il y avait ce profil-là, mais ça n'a pas été comme pris à temps où on n'avait pas fait le diagnostic. À l'âge de 18 ans, ce qu'on voit, c'est que 72 % présentaient une ataxie légère à la marche et 28 % une ataxie modérée. La perte de marche, comme je le disais, était autour de 40 ans, avec un âge variable entre 21 et 72 ans. Vous allez voir que dans l'ensemble des présentations du GRIM, on fait souvent une dichotomie entre les moins de 40 ans et les plus de 40 ans. Et c'est vraiment basé sur l'âge de prise du fauteuil roulant parce qu'on pense que c'est un milestone intéressant. Quand on aura des plus grosses cohortes, on va être capable de raffiner ce profil-là, mais présentement, quand on a 28 participants, on ne peut pas les faire par tranche d'âge de 10 ans ou de 5 ans. Quand on aura beaucoup plus de participants, on pourra raffiner, mais au moins avec l'âge de prise du fauteuil roulant, on trouve ça intéressant. La coordination aux membres inférieurs, on a utilisé le LEMOCOT, qui est peut-être un test clinique que vous êtes moins familier, qu'on utilise beaucoup en recherche maintenant et qu'on aime beaucoup. C'est un test très simple. On est assis au fauteuil roulant. On doit toucher les cibles avant-arrière avec notre pied. Donc, c'est vraiment une extension-flexion au niveau du genou le plus rapidement possible et on compte le nombre de cibles touchées en 30 secondes. Et ce qu'on voit vraiment encore là, c'est la grande différence. On a 23 cibles à moins de 40 ans et 8 cibles à plus de 40 ans. Et on est encore là en dehors des valeurs normatives. C'est quelque chose qu'on a publié récemment et qui est une mesure relativement facile de la coordination puis qui peut-être va nous permettre de suivre l'évolution de la maladie. Au niveau des aptitudes à la marche, on voit encore là que ce soit au niveau du 6 minutes de marche, du 10 mètres de marche ou de l'échelle d'équilibre, on a des résultats qui sont inférieurs chez les plus de 40 ans. Donc, les gens sont plus atteints. Et pour la plupart, on est en dehors des valeurs normatives, mais il y a des présentations aujourd'hui et demain qui vont vous présenter les résultats plus en détail. On a la présence de dysarthrie cérébelleuse, Geneviève en a parlé, qui va affecter toute la communication et les relations interpersonnelles. On a la dysphagie, qui est la présence d'étouffement. C'est peu documenté, mais évidemment, ça va tout toucher les activités liées à l'alimentation. Donc, en regard de ce portrait-là et des atteintes cognitives. Donc, certains étaient là à la présentation de Geneviève. Il va y avoir aussi des présentations au bloc 3. Je ne vous donne pas les résultats, mais oui, il y a des atteintes cognitives présentes, des atteintes de personnalité qui peuvent affecter aussi certaines portions de la participation sociale. Bien, on est en droit de se demander, est-ce que ces gens-là maintiennent un niveau d'autonomie et de participation sociale optimal? Cliniquement, on sait que non, mais ça n'a jamais été documenté de façon formelle, à part une étude que j'ai réalisée auprès de 24 participants dans ma maîtrise, et je ne sais pas pourquoi, je l'avoue, je n'ai fait qu'un score global. Alors, bon, ce n'était pas l'objectif principal de ma maîtrise, et dans le fond, ça n'a pas donné beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on avait aussi, c'est qu'on a eu des études qui ont montré des difficultés à obtenir ou à maintenir un emploi dans le temps, mais c'était les seuls indices publiés de leur documentation. Par contre, quand on rencontre les personnes atteintes, quand on voit leur famille, quand on discute avec les cliniciens, il était clair qu'il y avait une atteinte, puis avec le profil, c'était pas difficile de comprendre. Mais jusqu'à quel niveau? Donc, ce qu'on a utilisé pour définir notre production de participation sociale, c'est le MDHPPH, donc le processus de production du handicap, qui est le modèle le plus connu en réadaptation au Québec et qui définit, dans le fond, la participation sociale comme des habitudes de vie qui sont des activités courantes ou des rôles sociaux qui sont valorisés par la personne ou son contexte social et selon ses caractéristiques. Puis, c'est tout ce qu'on fait dans notre journée, dans le fond, que ce soit les relations interpersonnelles, travailler, se laver ou manger. Et elles assurent la survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société tout au long de son existence. Et donc, dans le fond, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une situation de pleine participation sociale, c'est-à-dire que je désire réaliser cette activité-là et je la réalise. Donc, si moi, par exemple, je déteste le vélo, bien, je ne serai pas côté inférieur parce que j'aime pas ça, le vélo. Ça va être comme enlevé de ma participation sociale parce que ce n'est pas quelque chose que je veux faire ou que j'aime faire. Par contre, manger, se nourrir, se laver, bien là, c'est des activités obligatoires pour l'autonomie. Donc, là, on va les évaluer. Et la situation de handicap, c'est qu'il y a une réduction de la réalisation de la participation sociale qui peut aller avec difficulté, avoir besoin d'aide ou
arriver complètement à un niveau où on est dépendant d'une personne tierce pour nous aider à réaliser notre activité de la vie quotidienne. Il y a 2 grandes catégories, les activités courantes, donc la nutrition, la condition corporelle qui est s'entraîner, dormir, etc., les soins personnels, l'habitation, les déplacements et la communication. Les rôles sociaux réfèrent aux responsabilités soit personnelles ou familiales, aux relations interpersonnelles, à la vie communautaire, à l'éducation, au travail et aux loisirs. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de décrire et comparer les habitudes de vie des personnes atteintes d'ARSAC et de faire une dichotomisation selon l'âge et de corréler le niveau de participation avec les mesures fonctionnelles de coordination, d'équilibre, de dextérité et de mobilité. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier objectif et je vais vous parler brièvement du deuxième qui est en cours. On a utilisé la mesure des habitudes de vie. S'il y a des ergothérapeutes dans la salle, des gens en réadaptation, c'est une mesure qui est quand même beaucoup utilisée en clinique et en recherche. C'était la version antérieure, donc la version 3.1. C'est un outil auto-administrable, mais que nous, on a fait une entrevue avec les participants pour déterminer chacun des scores. Il comporte les 12 catégories d'habitudes de vie que vous avez vues. Il y a 77 items et il y a un score de 0 à 9. Donc, à 0, on a vraiment une situation totale, une restriction totale de participation. Et le score de 9 est une participation sociale optimale, donc sans difficulté, sans aide. On a aussi ajouté l'index de Bartel parce que c'est un outil plus, je dirais, grossier des activités de la vie quotidienne et de la mobilité, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le domaine des ataxies récessives. Donc, on voulait être capable à terme aussi de se comparer avec d'autres ataxies récessives comme Friedreich. Et c'est un score de 0 à 100, puis on va voir tout à l'heure les différentes catégories. Donc, ici, je m'excuse, ça n'a comme pas bien sorti. Donc, ça, c'est notre outil principal qui est la mesure des habitudes de vie. Et ce qu'on va demander aux patients, c'est par exemple votre capacité à préparer les repas. Est-ce que vous le faites sans difficulté, avec difficulté? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le réalise à votre place? Ou c'est complètement non réalisé. Quand on parle de la préparation des repas, ça ne peut pas être non réalisé parce qu'il faut quand même préparer des repas pour se nourrir. Mais si, par exemple, je dis, bien, je ne vais plus au cinéma, j'aurais voulu aller au cinéma, mais je ne peux plus parce que mon cinéma n'est pas adapté, on va dire que c'est non réalisé. La personne voudrait le faire, il n'y a personne qui peut le faire à sa place, mais on n'est pas capable parce qu'il y a des limites environnementales. Ne s'applique pas, bien, c'est comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, moi, du vélo, je ne veux pas en faire, je n'ai jamais fait, donc ça ne s'applique pas, cette habitude de vie-là. Par la suite, on va regarder le type d'aide requis. Les aides techniques, les aménagements, c'est tout ce qui s'enlève, qui ne se transporte pas avec soi. C'est aussi des aménagements de temps et de tâches. Donc, oui, avant, je cuisinais du Ricardo tous les soirs, puis j'avais des recettes très élaborées. Aujourd'hui, je fais plus réchauffer. Bon, j'ai des réactions dans la salle de choses connues. Et là, aujourd'hui, je prépare des mets plus simples. Je vais prendre je vais aller acheter des légumes déjà carottés. Donc, je poursuis mes activités de cuisine, mais je les ai modifiées avec le temps. Et l'aide humaine, donc avant, je pouvais préparer la majorité de mes repas sans aide et maintenant, j'ai vraiment besoin d'aide humaine. Par la suite, on va regarder le niveau de satisfaction lié à la réalisation de cette habitude de vie-là qui va aller de très insatisfait à très satisfait. Donc maintenant, nos résultats. Donc, on avait 28 participants à la première collecte de données. Les 2 prochaines collectes de données qu'on va vous présenter dans 3 ans ou peut-être avant ont 50 participants. Donc, c'était vraiment l'étude préliminaire. On avait des gens homozygotes pour la mutation 88-44 delta et ils étaient âgés de 18 ans et plus. Malgré la petitesse de l'échantillon, on l'a stratifié pour l'âge et le sexe. Et c'était dans le cadre d'une collecte de données beaucoup plus vaste où on avait 3 visites. On a fait 3 catégorisations pour nous aider à cibler nos résultats. On a regardé les différences de participation par groupe d'âge, moins de 40 ans, plus de 40 ans, par niveau de difficulté à la marche. Donc, il y a 3 catégories dans l'échelle de Sarah, on vous les présentera. Et on a voulu aussi cibler les activités les plus atteintes. Donc, on a identifié les activités qui présentaient un score de 5 ou moins à la MAVI, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aide ou on ne réalise plus l'activité, pour 5 participants et plus de notre cohorte. Parce qu'on en avait 28, on s'est dit 5, ça commence à être quand même un chiffre intéressant. On voulait voir des pourcentages partout, mais à 28, on trouvait tendancieux un peu de faire des pourcentages parce qu'on n'a pas beaucoup de gens. Donc, première étape, vous présentez un petit peu notre cohorte. Donc, on avait 28 participants. C'est malheureux, il n'y a pas de pointage. Je pense qu'il y avait un pointage. Oui. Ah, excusez, oui. Excusez. Donc, on a... Ah oui, c'est vrai. Ah, ben oui, c'est pas bête. Vous êtes bourré de bonnes idées. OK. Donc, on a une moyenne d'âge de 38 ans et on avait des gens de 18 à 59 ans. La première, on avait 7 personnes qui avaient une première difficulté à la marche. On avait 34 de nos gens qui avaient une aide technique à la marche et 50 qui étaient en fauteuil roulant. On avait un petit peu plus d'hommes que de femmes.
Et dans le fond, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait quand même une belle répartition de nos difficultés à la marche. Donc, on était capable vraiment là, de dire qu'on était quand même représentatif de l'échantillon général des personnes atteintes d'ARSAC. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on avait 14 % des gens qui étaient au travail, 14 % à l'école et 68 % qui n'étaient ni au travail ni à l'école. Maintenant, nos résultats au niveau de la participation sociale, mes slides sont vraiment très denses, mais on va les prendre une par une. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a les résultats au niveau des sous-scores, donc ils sont en anglais. Donc l'alimentation, les soins corporels, les soins de santé, les soins personnels, la communication, l'habitation et la mobilité. On a le sous-score activité courante, on a les 6 rôles sociaux et on a le sous-score rôles sociaux et le score total. Ce qu'on voit d'abord au niveau du score total, qui devrait être sur 9. Donc, si on parle de vous aujourd'hui, vous avez probablement tous une participation autour de 9, OK? Parce que la majorité de vos habitudes de vie se font sans difficulté, sans aide. Et donc, on a vraiment une atteinte au niveau du score total. Et ce score-là, dans le fond, si on regarde les moins de 40 ans et les plus de 40 ans, donc on voit qu'il y a quand même une progression, on a une diminution de leur participation sociale totale. Ce qu'on voit aussi, c'est que le sous-score activité courante semble un peu plus atteint que le score rôles sociaux. Et on voit encore cette progression-là, dans le fond, des restrictions associées à leur participation sociale, mais qui semble moins importante pour les rôles sociaux, parce qu'on n'a pas de différence significative entre les deux groupes d'âge, alors que pour notre activité courante, on en a une. Ce qu'on voit aussi, c'est que les habitudes de vie les plus touchées sont au niveau, dans le fond, de la nutrition et des soins personnels, de l'habitation et de la mobilité. Donc, on a des scores vraiment en dessous de 7 et pour la mobilité proche de 5. Ce que je veux attirer votre attention, par exemple, c'est la grande variabilité dans les résultats. C'est-à-dire qu'on a quand même un écart type de 2,1 sur une moyenne de 9, c'est-à-dire que c'est très variable. Donc, Geneviève disait tout à l'heure, c'est pas one size fit all. On n'a pas de portrait homogène dans la taxi de Charlevoix-Saguenay. J'ai manqué m'étouffer. J'ai lu un article cette semaine qui disait que la population ataxique était surprisingly homogeneous. J'ai manqué mourir. J'ai dit non, j'ai dit c'est pas homogène. On ne peut pas arriver avec un pronostic clinique clair aux gens en disant ça va ressembler à ça. Je pense qu'il y a vraiment une variabilité importante qui nous reste à expliquer et elle est aussi présente dans la participation sociale. Ce qu'on observe au niveau des rôles sociaux, c'est qu'on a quand même un bon maintien des responsabilités et des relations familiales et de la vie communautaire, mais on a plus de difficultés au niveau de l'emploi et des activités de loisirs qui présentent le score le plus faible, avec l'habitation qui est la capacité de prendre soin de son domicile et de faire les activités reliées à l'entretien, les travaux, etc. Ce qu'on observe, par contre, c'est que le score de satisfaction qui est sur 5 est relativement élevé malgré l'atteinte. On a quand même des scores qui sont moins, qui sont plus bas, comme la mobilité, l'emploi et les activités récréatives, mais qui présentent aussi les scores les plus faibles. Au niveau maintenant des mêmes résultats, on a voulu les regarder par la difficulté à la marche. Et simplement vous dire que pour l'ensemble des activités courantes, il y avait vraiment une différence significative entre les scores pour les 3 groupes. Donc, moins on a de difficultés à la marche, plus on a une participation sociale élevée. Encore là, ça ne nous étonne pas, mais c'était la première étude qui venait vraiment le documenter. Par contre, pour les rôles sociaux, et c'est logique, je veux dire, d'être en fauteuil roulant ou pas, indique pas si tu es capable de prendre part à des activités, des relations interpersonnelles, à être capable d'être un parent ou de payer ses comptes à la banque. Donc là, il y a vraiment un lien qui est moins clair, mais qui était attendu. Les seuls liens clairs et qui font du sens, c'est dans le fond les activités dans la communauté parce que ça indique beaucoup de déplacements et d'entretien. Et les activités de loisirs qui, évidemment, sont liées aux activités de la mobilité. Donc, on avait quand même des liens qui faisaient du sens. Et donc, maintenant, ce que j'ai voulu identifier aussi, dans le fond, c'est les items à l'intérieur de la MAVI qui étaient les plus difficiles pour les personnes atteintes. Donc, par exemple, au niveau de la nutrition, on a la préparation des repas. Au niveau des soins personnels, des soins corporels, on a la difficulté à réaliser des activités physiques pour maintenir leurs conditions physiques. On peut facilement le comprendre. Au niveau des soins personnels, on avait plusieurs items qui présentaient des difficultés. Et au niveau aussi de l'habitation, on voit qu'on a même jusqu'à 20 personnes qui ont des atteintes sévères au niveau de leur participation sociale, à leur capacité, dans le fond, à faire l'entretien du domicile.
On voit la même chose au niveau de la mobilité et des activités communautaires. Et dans le fond, au niveau de l'emploi, il y avait quand même 15 personnes sur 28 qui donnaient vraiment des atteintes sévères et il y en avait 9 qui disaient que c'était non applicable parce qu'ils avaient arrêté de travailler, ça faisait trop longtemps. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une corrélation significative entre la satisfaction et les scores. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une relation entre comment je performe dans la vie quotidienne et quel est mon niveau de satisfaction. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont quand même une certaine conscience de leur état parce que ce phénomène-là ne se retrouve pas dans la dystrophie myotonique. Malgré que les gens aient une participation sociale qui diminue, ils sont toujours aussi satisfaits. Il y a peut-être un processus adaptatif, mais il y a peut-être aussi un problème d'autocritique dans la dystrophie myotonique. Mais dans l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, on voit quand même une certaine relation qui est plus élevée et on peut l'associer aussi au phénomène de résilience. C'est-à-dire qu'on va refaire du sens de ce qui nous arrive et on va s'adapter comme on le fait tous et chacun face aux différentes choses qui nous arrivent dans la vie. Donc, il y a cette possibilité-là de résilience. Au niveau de l'index de Bartel, j'en ai parlé un petit peu, c'est une échelle plus grossière. Ce qu'on voit encore là, c'est que la majorité des activités vont présenter des différences significatives selon l'évolution de la maladie et qu'on a des scores qui vont être inférieurs à 100 %, qui est le score total, et les gens plus atteints vont présenter plus de difficultés et vont avoir plus besoin d'aide pour faire ces activités-là. Donc, c'est la première étude sur le sujet. J'ai retrouvé aucune étude qui vraiment venait documenter la participation sociale dans d'autres ataxies récessives. Je ne peux pas vous parler des autres ataxies récessives. Par contre, notre étude permet d'identifier des cibles d'intervention claires au niveau du loisir, du travail, de la mobilité et de l'habitation. Puis ça permet de mieux comprendre l'évolution entre les difficultés à la marche et la participation sociale, malgré qu'il va falloir faire plus d'études plus fines. On a une collecte de données en cours avec un plus grand échantillon et l'utilisation de la MAVI 4.0, qui est plus intéressante, qui est une nouvelle version de la MAVI où on va coter le niveau de difficulté. Donc là, on dit avec ou sans difficulté, mais là, ça va être avec un peu, moyennement ou beaucoup de difficultés. Donc, il va amener un raffinement au niveau de la mesure. Et il faut explorer les liens entre les aptitudes et la participation sociale. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des relations significatives entre les capacités motrices et la participation sociale. Ce n'est pas étonnant, mais il y a quand même des divergences par rapport à ça. Donc, on va vous présenter les résultats plus tard. Et je remercie les participants et les intervenants de la clinique neuromusculaire. Nos patients reviennent année après année, subissent des tonnes d'évaluations. Ils sont toujours, et je suis contente de voir une de nos participantes. Je pense qu'ils sont vraiment engagés dans la recherche, ils comprennent le rôle qu'ils ont, parce que ces gens-là, ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis au Québec, vont vraiment aider tout au plan international, parce qu'au plan international, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 2, il y en a 8. C'est pas possible de faire ce genre d'études-là où c'est extrêmement difficile. Alors qu'au Saguenay, on a cette chance-là d'avoir un bassin assez important qui nous permet de faire ce type d'études-là, mais qui vont être aidantes pour l'ensemble de la majorité des personnes, non pas seulement de l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, mais même des personnes ataxiques en général, parce qu'il y a quand même des ressemblances. Isabelle Côté, ma professionnelle de recherche, qui est ma responsable de toutes les statistiques et les organismes subventionnaires que vous avez vus là en début. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Gilbert de Fontbrune, ergothérapeute au Centre Lucie Bruno. Merci, Cynthia. J'avais une question par rapport à l'âge moyen pour la perte de la marche, là, 41 ans. Là, on parle de la perte complète de la marche? Oui, on parle dans le fond de la prise du fauteuil roulant. Écoutez, la perte de la marche est un défi. On a discuté avec Jessica, avec Xavier. Je t'interpelle. Non, c'est quoi la perte de la marche? Et c'est très difficile de le dire parce que ça dépend des définitions. On peut dire que c'est la prise du fauteuil roulant en tout temps, mais les gens vont continuer à faire quelques pas pour aller à la salle de bain, vont faire quelques pas pour faire quelque chose rapidement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment la perte de la marche, c'est l'utilisation du fauteuil roulant presque en tout temps, okay? Dans le sens qu'ils peuvent faire quelques pas pour des transferts et tout. Mais il y a quand même cette notion-là là, qui est encore dans un flou artistique. Quand est-ce qu'on commence à... Puis on a des gens, nous, qui étaient en fauteuil roulant, qui ont quand même été capables de faire, dans le fond, un 10 mètres de marche. C'est qu'ils ont décidé, pour une question d'augmenter leur participation sociale, d'utiliser un fauteuil roulant plus rapidement
en maintenant des activités de marche intérieure quand ils ont besoin, mais généralement, ils vont utiliser le fauteuil roulant même à domicile parce qu'ils trouvent qu'ils sont plus fonctionnels comme ça. Et donc, ça, c'est un choix, mais ce choix-là fait qu'il est encore capable de faire un 10 mètres de marche. Pas le 6 minutes, mais 10 mètres, il était capable. Donc, on leur a fait faire. Donc, des fois, dans notre présentation des résultats, on a comme des questions qui nous sont posées qui sont, mais les gens ont décidé de faire ça parce qu'au niveau de la mobilité dans la communauté, c'était beaucoup plus facile pour eux avec l'utilisation du fauteuil roulant. Mais ça demeure évidemment un choix personnel. Quelle est l'utilisation principale du déplacement et le fauteuil roulant? Oui, exactement. Okay. Puis qu'il faut que ça soit le déplacement intérieur aussi en fauteuil roulant. Donc, il faut qu'il y ait la notion de déplacement intérieur. C'est ce qu'on voit en clinique aussi. Hein? C'est ce que je vois aussi. C'est ça. Oui, c'est vraiment, c'est le fun parce que, je trouvais ça intéressant parce que Dr Bouchard, en 78, a à peu près mis l'âge au fauteuil roulant à 40 ans. Et on se dit, bon, tu sais, il n'y avait pas tant de patients à 78, mais finalement, étrangement, c'est vraiment 40 ans. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est entre 21 et 72 ans, par contre. Alors là, on a quand même cette notion-là de variabilité importante au niveau de la prise du fauteuil roulant. Oui? Oui. Ici, tantôt, on a élaboré un point assez rapidement parce qu'on segmente beaucoup les résultats entre les moins et les plus de 40 ans. Oui. On a parlé ici tantôt de l'atrophie cérébrale diffuse oui. pour ceux qui touchent les plus de 40 ans. Ce concept-là, je ne sais pas si on va en parler plus dans les autres blocs ou demain, mais en quoi ça consiste? C'est quoi les impacts? Parce qu'au niveau du cerveau, j'ai bien vu ici. Alors là, je vais me tourner vers mes collègues ici qui vont répondre de façon plus intelligente que moi. Mais d'abord, pour dire qu'il y a très, très peu d'études. On commence à les avoir. Il y a des études d'IRM qui viennent de sortir, mais on est comme à l'enfance de cette chose-là. Ce que je pense, c'est qu'on va avoir encore la même variabilité. Donc, c'est moins 40 ans, plus, moins. Il y a encore cette variabilité-là. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de l'atrophie cérébrale diffuse? Là, je vais me tourner vers mes collègues en neuropsychologie. Qu'est-ce que ça peut donner? L'atrophie cérébrale diffuse peut donner des atteintes au niveau de plusieurs fonctions cognitives, puis autant au niveau de la personnalité. Là, je ne veux pas aller trop loin non plus parce qu'on a la présentation cet après-midi de Kevin Brassard qui est quand même allé voir, selon des tranches d'âge, c'est quoi les atteintes cognitives qui ressortaient. Mais encore là, oui, on a un profil, mais en même temps, il reste beaucoup de variabilité clinique. Et de toute façon, dans la population générale, on va voir de la variabilité entre différentes personnes. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, fait que ça reste des personnes très importantes et spécifiques et individuelles au niveau de leur fonctionnement aussi. Puis ça dépend aussi de tout l'environnement. Je veux dire, à quoi tu as été. Tu sais, ce qui s'applique à la population en général s'applique aussi à la stimulation. Je veux dire, si la personne est stimulée cognitivement, ça fait plus d'activité, ça mange du chou vert, ou dépendamment des semaines, c'est du chou vert, du vin rouge ou quelque chose d'autre. Moi, j'ai gardé juste vin rouge. Ça a l'air que le champagne est aussi bon. Alors, ça a l'air, ça en vient. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi s'applique dans la population. Donc, il y a une variabilité dans l'individu. Et ça, il faut en tenir compte aussi dans ça. Mais je trouve ça intéressant quand même de l'amener, moi, parce que ça nous permet de mieux comprendre certaines atteintes. Puis souvent, dans les maladies neuromusculaires, on disait toujours, bien, c'est musculaire. Il n'y a pas d'atteinte cognitive, il n'y a pas d'atteinte. Et dans le fond, ça nous amenait des fois à avoir une mauvaise perception, comme en DME, je le vois beaucoup, les gens sont taxés d'être, tu sais, ils ne se motivent pas, ils ne veulent pas faire des choses, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'apathie, puis que cette apathie-là est vraiment corrélée au niveau du substrat. C'est comme demander à quelqu'un qui n'a pas deux bras de transporter ses paquets. Mais là, c'est comme Benjamin, une belle phrase qui dit que c'est un handicap invisible. Donc, en le documentant, des fois, ça peut être plus difficile pour les personnes atteintes, mais en même temps, ça informe l'entourage, ça informe la personne de ce qui peut arriver, puis de le comprendre que c'est un processus qui peut arriver dans cette maladie-là. Puis là, bien, ça amène plus un phénomène d'empathie, de compréhension, puis une meilleure adaptation à ce qui va arriver. En tout cas, de mon point de vue à moi, mais ça reste le mien. Je le partage, mais j'engage personne dans cette salle. Fait que je vous laisse aller à la pause parce que je suis supposée être sur le temps, mais je suis jamais bonne là-dedans.